Catalunya voldria felicitar el poble de Catalunya per una altra lliçó de civisme i de democràcia. Una participació rècord, una participació històrica i una participació que emet un resultat que ningú no pot discutir. Cataluña es diversa, Cataluña es plural, Cataluña somos todos y la primera fuerza política del Parlament se llama Ciutadans de Catalunya. Bonjour à tous, excusez-nous de notre retard. On va tout de suite regarder les unes de la presse internationale ce matin pour voir si on parle de la Catalogne ou pas. Il n'y en a pas beaucoup, en tous les cas chez nos confrères anglo-saxons, mais nous, Le Figaro, bien sûr, nous avons titré sur le choc indépendantiste. En revanche, si on regarde El País, dont un des responsables sera tout à l'heure en ligne, on voit que c'est plutôt sur la performance des anti-indépendantistes de Ciudadanos que titre le grand journal espagnol. Ciudadanos qui freine, selon donc nos confrères madrilènes, la majorité du bloc indépendantiste. Qui a vraiment gagné les élections d'hier soir en Catalogne? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser. Nous, on vous en pose une autre, un peu provocatrice. Est-ce que vous êtes satisfait de la victoire des nationalistes? Et sur Twitter, vous dénoncez l'emploi de ce terme. Les nationalistes sont les franquistes du Parti populaire. Dit un tweeto, ce sont les républicains qui ont gagné. Vous n'avez rien compris, ce sont les indépendantistes qui ont gagné. Un autre dit, je ne suis pas indépendantiste, mais force est de constater que c'est vous, c'est-à-dire nous, qui avons construit le monde ainsi. Et que cette construction fait fi des identités qui s'écroulent. Le pire, c'est que vous pensez toujours pouvoir renverser la donne. Or, c'est impossible, sachez-le. Est-ce que c'est vraiment la leçon de ces élections? Eh bien, c'est ce qu'on va demander à nos invités. Armelle Boineux, bonjour, chef du service économie... vous travaillez au service économie internationale du Figaro. À côté de vous, Benoît Pellistrandi, bonjour, historien spécialiste de l'Espagne et auteur d'une histoire de l'Espagne, un livre de référence des guerres napoléoniennes jusqu'à nos jours. Philippe Moreau-Desfarges est également l'auteur d'un autre ouvrage de référence sur les nouvelles relations internationales. Et à côté de vous, Renaud Girard, qui est l'auteur d'une indispensable ordonnance pour redonner des couleurs à la diplomatie française. Quelle diplomatie pour la France? C'est aux éditions du Cerf. Un premier coup d'œil aux résultats qui ont été donnés, les derniers résultats en date. Donc c'est bien la performance de Ciudadanos en tête, 37 sièges. Derrière, le parti de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, et derrière la gauche républicaine, c'est-à-dire le centre-gauche indépendantiste, suivi du Parti socialiste catalan, lui-même suivi de Podemos, et derrière l'extrême-gauche indépendantiste qui enregistre un net recul, 4 sièges, et surtout l'énorme contre-performance, c'est peu de le dire, du Parti populaire qui ne recueille dans cette nouvelle assemblée que 3 sièges. Bonjour Patrick Bell. Bonjour Vincent. On a suivi avec vous le scrutin, les résultats. Hier soir, vous êtes l'envoyé spécial du Figaro à Barcelone et on peut d'ailleurs lire vos portraits, notamment de l'une des femmes de la soirée, Inès Arrimadas, dans le Figaro ce matin. Patrick, est-ce que là, tout le monde accepte les résultats à Barcelone ce matin? Oui, il n'y a pas de contestation des résultats, ils sont assez nets. Ils sont moins serrés que prévu. Comment a-t-on réagi? Hier soir, on disait que l'ambiance était assez triste. Est-ce que l'ambiance est toujours cette espèce de torpeur à l'anxiolytique, comme on le raconte dans le Figaro ce matin? Je pense qu'ils ont arrêté les anxiolytiques. Ce matin, ils sont un peu plus détendus. En fait, il y avait une certaine angoisse dans l'attente des résultats. Et les résultats, finalement, contentent pas mal de gens. Qui est-ce qui sont les plus satisfaits? Les plus satisfaits, c'est Ciudadanos. Inés Arrimadas a fait un score extraordinaire. Elle a fait une performance fantastique qui laisse présager un avenir national au niveau de l'Espagne. Et ceux qui sont satisfaits également, ce sont du parti de Puigdemont, de Carles Puigdemont, qui, quand même, avec 34 députés, fait une performance extraordinaire. Que disent les médias catalans et les médias espagnols ce matin? Alors, les médias espagnols, comme vous l'avez bien marqué, El País titre sur la victoire de Ciudadanos et minimise en fait la performance des indépendantistes. Sur leur site web, ils n'ouvrent même pas sur les élections catalanes. Par contre, l'Avant-Gardia titre évidemment sur la victoire des partis indépendantistes qui ont obtenu la majorité des sièges.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, Patrick, on a une idée un petit peu de ce qui va se profiler? Hier, vous parliez d'une division au sein du bloc nationaliste. Est-ce que c'est toujours le cas ce matin? Les choses n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas les mêmes. Le parti de Puigdemont a comme objectif unique de remettre Puigdemont à la tête de la Generalitat, alors que ERC, la gauche indépendantiste, elle a pour objectif toujours de déclarer l'indépendance et la République. Quant aux extrêmes gauche de COUP, on les entend pas beaucoup. Ils ont fait une grosse contre-performance. Ils passent de 10 sièges à 4, mais le bloc indépendantiste reste majoritaire. Une dernière question, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Je pense que aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose. Je pense que les discussions entre la gauche indépendantiste et la droite indépendantiste va commencer rapidement, mais à mon avis, les discussions vont prendre du temps. D'autre part, ils ont du temps puisqu'ils ont plus d'un mois pour que le Parlement désigne le président de la Generalitat. Merci beaucoup Patrick, et on peut retrouver vos articles sur lefigaro.fr et bien sûr en kiosque dans Le Figaro, dernière édition, élection en Catalogne. Le choc indépendantiste, c'est le titre du Figaro ce matin. Merci beaucoup et bonjour à Johanna Luis, à Marissa qui nous dit vive la Catalogne, vive le catalan, à Claudio et à Marie-Amélie qui nous regarde. Vous donnez vos réactions, vous posez vos questions à nos invités. Moi je vous en ai une, madame, messieurs, quelle est votre première réaction au vu de ces résultats? Rapidement, Benoît Pellistrandi. Ce sont des résultats qui ne sont pas si surprenants que cela parce que les enquêtes d'opinion laissaient entrevoir la possibilité de cette majorité absolue. Maintenant, ils signent l'aggravation de la crise politique en Catalogne et on l'a vu tout simplement par la réaction des leaders indépendantistes hier. Je ne vais pas entrer dans une analyse très précise de chacun de ces résultats, mais juste quand même quelques éléments. La COUP est affaiblie, elle passe de 10 à 4 députés. La COUP, c'est l'extrême gauche indépendantiste. C'est l'extrême gauche, révolutionnaire indépendantiste. Il faut mettre tous les termes, alors ça fait un peu long, mais il faut les mettre tous ensemble. Ils passent certes de 10 à 4 députés, mais ce recul est insensible parce qu'ils sont la clé de la majorité absolue. Or, la COUP a annoncé qu'elle ne soutiendrait un gouvernement indépendantiste que s'il continuait dans la stratégie unilatérale. Et ce qui m'a frappé hier, c'est que les leaders indépendantistes se sentent relégitimés par le scrutin d'hier. Ils ont lu ça comme étant le mandat pour construire la République catalane. Alors, il faudra revenir peut-être sur ce terme, parce qu'hier, ils ont utilisé beaucoup plus le terme de République catalane que d'indépendance. Et aucun n'a voulu prendre en compte l'extraordinaire fracture de la société catalane, puisque vous avez deux blocs qui sont à égalité quasiment. Et si les nationalistes l'emportent, c'est qu'on le sait, il y a un biais électoral qui permet aux trois provinces de Gérone, de Lérida et de Tarragone d'être surreprésentées au siège au Parlement. C'est qu'en termes de voix, les anti-indépendantistes sont majoritaires, mais en termes de sièges, c'est le bloc indépendantiste majoritaire. Ça, c'est très important de souligner ça. Alors moi, je voudrais m'élargir de l'Espagne, dire qu'on voit ces consultations, référendum, élection législative, élection de représentants, donnent toujours le même résultat. Des sociétés coupées en deux. Que ce soit un peu l'Écosse, que ce ne sera pas la même chose en Flandre, etc. Pourquoi? La question véritable, c'est faut-il remettre en cause les structures étatiques, les configurations étatiques, c'est-à-dire finalement accepter une Catalogne indépendante, ou faut-il respecter les structures étatiques telles qu'elles sont? C'est ça, on voit bien qu'au-delà de ce scrutin... C'est la leçon pour vous du scrutin hier soir, de cette égalité des blocs? Oui, mais c'est le dilemme que la population catalane n'est pas arrivée à trancher. Exactement, et que c'est un dilemme pas propre aux Catalans, c'est un dilemme qu'on retrouve dans tous les pays du monde. On reste au résultat pour l'instant. Renaud, votre première réaction quand vous avez vu ces résultats hier soir et ce matin? Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Espagne, c'est une mauvaise nouvelle pour la France. J'ai essayé de comprendre, parce qu'en fait, c'est absurde cette séparation. Je me souviens, il y avait une grande manifestation à la fin du mois d'octobre pro-Espagne à Barcelone, et une manifestation me disait, vous savez, moi je suis à la fois catalane, je suis à la fois espagnole et je suis européenne, et ça me va très bien, cette séparation est absurde. Et je trouve ça absurde. Je pense qu'en fait, Rajoy a mal joué, parce qu'en fait, il a fait
Les indépendantistes catalans, ce sont comme les ligueurs du nord de l'Italie, mais ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils se font passer comme pour des victimes. C'est comme s'ils étaient des Palestiniens, vous voyez, des victimes. Alors qu'en fait, ils sont très riches. Le jour du vote, ils ont été matraqués. Voilà. Ils ont beaucoup exagéré dans les images, ils ont trafiqué les images. Oui, mais ça a beaucoup été trafiqué, vous savez très bien. Et c'est pas à vous que je vais dire qu'on peut trafiquer les images. J'ai pas de nouvelles sur les trafics. Mais si vous avez des infos, vous me les donnez. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont beaucoup provoqué la police, etc. Mais c'est vrai que ces emprisonnements après le scrutin étaient sans doute pas nécessaires. Et d'ailleurs, c'est lui, Rajoy, qui est puni dans ces élections, puisque son résultat est désastreux. Alors, effectivement, ce sécessionnisme est dangereux, il est ridicule, parce qu'en fait, la Catalogne et l'esprit culturel catalan a tout à fait bien pu se développer dans l'Espagne démocratique, et c'est un danger de destruction, et c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Et on voit en fait... l'erreur, je finis une phrase simplement. L'erreur est très simple. L'erreur, c'était de dire que à l'indépendance, enfin après le franquisme, là, quand il y a eu les nouvelles institutions, c'est de dire que la Catalogne aurait un statut différent des autres régions. Et on a fait la même erreur en Corse. C'est tout à fait anormal que les départements, ou les deux départements de la Corse, aient des statuts différents de la Corrèze. Entendu. On va revenir sur la signification plus politique, et en particulier du vote en faveur des indépendantistes. Je voudrais juste qu'on regarde un chiffre. C'est le taux de participation, qui a été un taux de participation record, 81,94%. Pourquoi, Benoît Pellistrandi ? Il y a eu mobilisation des deux camps. Il faut voir que, historiquement, la participation aux élections régionales était toujours faible. On était plutôt sur des chiffres entre 60 et 62%. Or, il se trouve qu'à partir du moment où l'indépendance est devenue un programme politique, en 2012, la participation a commencé à augmenter, 68% en 2012, 75% en 2015 et 82% hier. Contrairement aux estimations que l'on faisait, ce surcroît de participation n'a pas favorisé de façon décisive le camp anti-indépendantiste. Finalement, les indépendantistes se sont aussi mobilisés. Et je crois que ça doit nous servir de leçon, parce que le comportement de Puigdemont, qui est totalement irrationnel, on va revenir sur le comportement. À payer, et je crois que... On va revenir sur ça. Donc, juste une chose. Mobilisation des deux camps, avantage aux indépendantistes dans cette participation massive, Non, parce que si vous faites les indépendantistes ont, par rapport au scrutin de 2015, gagné 60 000 voix. Et le camp anti-indépendantiste, clairement anti-indépendantiste, c'est-à-dire je mets dedans les centristes, le Parti populaire et les socialistes, gagne 200 000 voix. Et en revanche, je fais une exception du côté de Nkomu Podemos, je les mets comme arbitres dans un entre-deux, parce qu'ils sont de plus en plus ambigus. Et sans doute, du coup, les appels hier à la création d'une république catalane sont des chants de sirène pour les faire venir du côté d'une majorité que les nationalistes eux-mêmes qualifient de progressistes. On va poser justement la question dans un instant à Xavier Vidal-Folk d'El País. Juste un mot, Armel. Comment réagissent les marchés ce matin aux résultats en Catalogne ? Ils sont très prudents. Ça, clairement, il y a des oscillations. Personne ne veut... En fait, s'ouvre une grande période d'incertitude et les marchés s'adaptent à ça en se disant qu'est-ce qui va se passer. Donc on a l'euro qui évolue très légèrement, on a les bourses européennes qui ont très peu bougé aussi ce matin, les marchés de taux espagnols... Les taux espagnols oui, ont aussi légèrement oscillé, mais tout est très très mesuré, on voit beaucoup de prudence. Xavier Vidal-Folk est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur adjoint à El País et vous titrez, pardonnez-moi de mon espagnol qui est très mauvais, Fulgor y fracasos de los indepes ce matin dans El País. Oui. Est-ce que vous pouvez donner la traduction ? Bon, disons, il y a un certain... c'est-à-dire qu'il y a un bon résultat un bon résultat relatif des indépendantistes. Dans le sens comme bloc, ils ont résisté assez bien, même si l'ensemble de trois partis, disons, partisans de la sécession, a descendu légèrement, soit
2 sièges. Qu'un siège au Parlement. 2 sièges en moins, hein, Xavier. Votre analyse globale des résultats. Disons qu'on est dans une certaine égalité éternelle entre les, disons, 2 blocs. Ce ne sont pas exactement 2 blocs parce qu'il y a des notoires différences à l'intérieur de chacun. Mais, disons, l'ensemble des indépendantistes, plus ou moins, disons, a répété le résultat d'il y a 2 ans. Et l'ensemble des constitutionnalistes, unionistes, comme on voit les baptiser, on veut les baptiser, c'est plus ou moins à égalité qu'il y a 2 années. Et ça se retrouve également... Pardon Xavier, ça se retrouve également sur les forums. Hein. On voit bien la mobilisation en ce moment même sur la page Facebook du Figaro de ceux qui se réjouissent du score de Ciudadanos et de ceux qui se réjouissent du score du bloc nationaliste. Et chaque camp parle d'une victoire. Ils sont très mobilisés. Qu'est-ce qui va se passer selon vous maintenant ? Donc, ça dépend beaucoup de 2 choses, de 3 choses, encore mieux. Disons, l'une, si le bloc indépendantiste révisite son stratégie qui a été politiquement, je ne vais pas dire électoralement, mais politiquement impossible d'une action unilatérale et illégale. Et alors, ils reconduisent, redirigent ses prétentions vers une action, une politique, disons, dans le cadre constitutionnel, et donc ne risquant pas des actions de la Cour, de les cours, où ils veulent insister dans cette voie que c'est un cul-de-sac, que c'est une impasse. A démontré que c'est impossible, que c'est une voie à nulle part. Non? Donc, première condition, que le bloc indépendantiste redirige son... Dans le cadre constitutionnel. Oui. La deuxième condition pour une normalisation, ce que le gouvernement le gouvernement central, le gouvernement espagnol, ils ont analysé un peu froidement la situation, analyse que son parti, le parti de M. Rajoy, le Parti populaire, même si, disons, le bloc constitutionnaliste conservait bien ses positions d'ensemble, le Parti populaire a subi un échec formidable. Il a crôlé. Il a passé de 11 députés à 3 députés. À 3. Donc ça, disons, dans ces conditions-ci, il ne peut pas former de groupe parlementaire dans l'Assemblée, dans le Parlement régional de la Catalogne. Et en plus, ces 3 objectifs ont été aussi un échec. Les indépendantistes ont tenu les caps. Son adversaire à l'intérieur, disons, de la droite, de l'espace de centre-droite, Ciudadanos, lui a dépassé. Et loin devant. Maintenant, oui, il représente un 10% de Ciudadanos en Catalogne. Et troisièmement, dans son échec comme parti, ça a été, comme je disais, brutal. Donc, il doit faire une relecture de son stratégie. Et peut-être ça devrait le guider vers une proactivité plus grande, vers une proposition de solution, ne seulement, disons, la stratégie d'appliquer la loi et de laisser l'initiative à la Cour et à la justice. C'est ce qu'on... Troisième... Oui. Oui. Non, il y aurait une troisième condition, que
Rapidement. Une troisième lettre à Papa Noël, qui serait que la justice ne réagisse avec précipitation ces jours-ci. Disons que si elle pourrait sans abandonner son indépendance, disons, éviter d'aggraver la situation. La situation dans la mesure, disons, de l'application du cadre légal. Merci beaucoup Xavier Vidal-Folk de cette analyse depuis Barcelone, et on recommande dans El País votre analyse et toutes vos analyses d'ailleurs qui sont toujours très fouillées et très instructives pour ceux qui les lisent. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci bien. Carlos Puigdemont donc est à Bruxelles depuis un certain nombre de semaines maintenant, et même à plus de 1000 km, il a guetté, il était dans toutes les têtes hier soir et on a guetté sa première réaction. On l'écoute. D'entrada, com a president de Catalunya, voldria felicitar el poble de Catalunya per una altra lliçó de civisme i de democràcia. Una participació rècord, una participació històrica i una participació que emet un resultat que ningú no pot discutir. Attendez, je voulais faire une réaction. Le pari est gagné, mais est-ce que le parti est gagnant? Non, attendez. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment un bras de fer extrêmement dur entre, je dirais, les gouvernements centraux, et notamment le gouvernement de Madrid, qui a été extrêmement maladroit, et puis cette revendication d'indépendance. Et si vous voulez que la situation soit bloquée, elle bougera de toute façon. La question qu'il faut se poser quand même, c'est dans quel sens souffle le vent de l'histoire. Est-ce qu'il souffle en faveur des États qui existent et que nous souhaitons tous maintenir? Moi, je suis un jacobin comme oui. Renaud Gérard. Et cette demande d'indépendance, c'est ça la question de fond. Et de certains, le mais problème... pour l'instant, cette demande d'indépendance, il y a toute une partie de la Catalogne qui ne la veut pas. Mais on est bien d'accord. Mais si vous voulez, on est bien d'accord, mais on voit bien qu'on est moitié-moitié. Donc il va y avoir un jeu où il faudra être le plus intelligent possible. C'est comme une partie d'échecs ou une partie de jeu de go, il faudrait être le plus intelligent possible. Et on voit bien que, notamment dans cette affaire, le gouvernement de Madrid, par sa maladresse, s'est tiré une balle dans le pied. Il faut donc faire très attention. On est à une... Alors qu'est-ce qu'il doit faire, le gouvernement de Madrid? C'est très difficile parce qu'il n'y a pas que le gouvernement de Madrid. C'est l'effondrement, j'allais dire, de la cohérence politique des deux grands partis de gouvernement que sont le Parti socialiste et le Parti populaire. Sur le Parti socialiste, parce qu'on ne regarde pas ce résultat, il y a même pas 10 ans, le Parti socialiste, c'était 42 députés et 31% des voix. Aujourd'hui, c'est 13% et 17 députés. La campagne de Miquel Iceta a été lamentable d'ambiguïté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce Parti socialiste qui se dit favorable à la Constitution et qui par ailleurs dit « oui, il faudra que la dette de la Catalogne soit annulée », ça veut dire en fait payée par les Espagnols. Comment voulez-vous? Naturellement, il y a eu une rébellion dans toutes les communautés autonomes. Pourquoi la Catalogne ne paierait pas ses dettes alors que les autres régions la payent? Ensuite, il a dit il faudra l'amnistie juridique pour ceux qui sont quand même accusés de rébellion et de sédition. Ou alors il faut réécrire le code pénal espagnol. Donc le Parti socialiste, à force de draguer des deux côtés, s'est retrouvé, pardonnez-moi l'expression, elle va être un peu brutale, presque à poil. Bon. Qui a gagné hier? Ceux qui parlent clair. Les indépendantistes, dans un projet qui peut Carles nous paraître... Puigdemont, c'est une vraie performance. Mais c'est une vraie performance. La stratégie a très bien marché. D'autant que la stratégie, par contre, de l'autre parti, de Junqueras, du parti centriste, de centre-gauche, de républicain catalan, n'a pas fonctionné. Est-ce que le républicain, c'est pas le centre-gauche, hein? Il faut lire les programmes. Je veux dire, à côté de ça, les frondeurs du Parti socialiste sont d'aimables centristes. Ils se présentent comme oui, non, ils ne se présentent pas du tout comme centre-gauche. C'est en réalité une lutte de cannibales à l'intérieur du camp nationaliste. Il y avait un nationalisme dit de centre-droit qui s'est évaporé. Et ça, faudra un jour l'expliquer comment les classes moyennes espagnoles, catalanes, sont passées à un projet révolutionnaire. Laurence Debré disait que c'était par la corruption. Ben, sans aucun doute. Et puis la crise économique, je pense quand même que la crise économique a joué. Il y a un facteur qu'on oublie, et le mot république est très important, c'est la rancœur.
on voit que la guerre civile est là. Elle est là, la guerre civile de 36-39. Et on voit bien qu'il y a deux enjeux maintenant. Il y a l'enjeu de l'unité de l'Espagne et il y a l'enjeu du régime politique espagnol. C'est-à-dire, quand ils mettent république, ils mettent en cause la monarchie de franquiste. Et on voit bien que les vieilles rancœurs... La monarchie post-franquiste. Post-franquiste, vous avez raison, la monarchie post-franquiste. Mais on voit bien que vous avez deux conflits. Le conflit entre l'unité de l'Espagne et la fin de l'Espagne, et de l'autre côté, le conflit entre le régime politique. Quand ils disent la République, ils disent « nous allons rétablir la République de 36, nous allons refaire... » Ils ne le disent pas comme ça, mais on voit que toute la guerre civile est là. Et c'est ça qui est terrible. On voit donc que dans une république laïque, anti-religieuse... Voilà. Et en fait, c'est une nouvelle religion. En fait, la Catalogne, dans les années 30, dont on parle, 36, le début de la guerre civile, il y avait deux religions très importantes en Catalogne. Il y avait bien sûr le christianisme, que d'ailleurs les républicains ont fait beaucoup souffrir. Le catholicisme. Le catholicisme, avec des prêtres et des bonnes sœurs massacrées. Et puis il y avait le communisme. C'était deux grandes... Voilà, le socialisme... Qui se sont déchirés. Et l'anarchisme. Voilà, ce sont deux grandes forces. Plus le nationalisme. Et ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'Europe, le marché, etc. Il n'y a plus... Les Espagnols ne vont plus à la messe et ils ne sont plus communistes, ils ne croient pas à l'histoire. Alors, on se raccroche à une autre idéologie qui est l'idéologie, mais qui est complètement, en fait, inventée, si vous voulez. C'est un mythe, le mythe d'une Catalogne qui est victime, qui devrait vraiment se protéger, etc., alors qu'elle est parfaitement intégrée dans l'Espagne moderne et dans l'Europe moderne. Voilà. Merci en tout cas pour cette leçon d'histoire. On va revenir au présent. Où en est la dégradation économique depuis le référendum sur l'indépendance? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, l'incertitude, ça pèse d'abord sur l'économie, et en Catalogne, on ne peut pas manquer de le voir. On dit qu'il y a aujourd'hui plus de 3100 entreprises qui ont délocalisé leur siège social, donc hors de Barcelone, hors de la Catalogne, vers les provinces limitrophes, vers Madrid. Tout ça dans la peur de perdre un jour le passeport, pour résumer, européen. Aussi pour résister au boycott qui a été mis en place depuis 2 mois par les autres provinces espagnoles contre les produits venant de Catalogne. Donc ça pèse, c'est clair. Ces entreprises... Alors, mais je reviens quand même sur les entreprises, elles représentent 30% du PIB catalan, ces entreprises qui ont déménagé leur siège social. Pour l'instant, c'est que de l'administratif, le siège social. Mais c'est le début. Ça peut aller très loin. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact. Alors, si. Ça peut avoir des impacts contradictoires. Hein. Alors, on a vu en octobre et en novembre une hausse du tourisme plus élevée. Alors, en octobre, il y a toujours une hausse du tourisme après la saison d'été, parce que c'est une région extrêmement touristique. Une hausse du chômage, après la saison d'été, parce que c'est une région très touristique. Et la hausse a été plus élevée que l'année précédente. En novembre, il y a aussi une hausse du chômage, alors qu'en Espagne, dans le reste de l'Espagne, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est marqué. Les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui surveillent les arrivées de touristes dans la région, on voit qu'il y a une baisse. On est à 10 à 15% de baisse. On est à 10% de baisse sur les réservations hôtelières pour le début de l'année 2018. Donc, il y a un impact. Si les indépendantistes renoncent à leur projet, est-ce que la situation peut se rétablir? Ah, alors ça, c'est l'inconnu. D'abord, je pense il risque de se passer beaucoup de temps avant qu'on y voit clair. Et si on prend le cas, si on se souvient du cas du Québec, qui a frôlé, beaucoup voulu l'indépendance dans les années sous De Gaulle, qui a eu des référendums, etc., jusqu'à il y a 20 ans. À un moment où on a cru, je crois que c'était en 95, quand le parti indépendantiste avait pas mal de pouvoir, on a cru que ça allait se faire. Il y a des tas d'entreprises qui sont parties. Montréal était la plus grande ou une des plus grandes villes économiques au Canada. Plein d'entreprises sont parties, vers Toronto notamment. Elles ne sont jamais revenues. Donc ça, c'est un vrai risque. Michel nous dit c'est une ressucée de 1936, les républicains contre les franquistes. Et le Figaro signale Mariano Rajoy fera une déclaration à 14h. Justement, c'est ces résultats du Parti populaire qu'on va regarder, mais également une autre performance, celle d'une femme. C'est la femme de la soirée. Elle s'appelle Inés Arrimadas. Elle est la patronne, la leader de Ciudadanos en Catalogne. Et on écoute sa réaction hier soir. Esta victoria hace más visible aún, hace más clara aún que la situación política en Cataluña no es la que algunos han querido vender en el resto del mundo. Cataluña es diversa, Cataluña es plural, Cataluña somos todos y la primera fuerza política del Parlament se llama Ciutadans de Catalunya.
Philippe Moreau-Desfarges, c'est quand même la fermeté qui a payé dans le score de Ciudadanos. Quand même... Oui, non, si vous voulez, sa force, c'est qu'elle a une magnifique personnalité, c'est quand même une femme remarquable. Deuxièmement, elle a été l'objet de pas mal d'attaques, notamment d'attaques machistes. Mais elle a eu un discours clair de maintenir la Catalogne au sein de l'Espagne. Simplement, ce qui est difficile dans ce que vous dites dans vos données économiques, on pourrait dire que ça va calmer l'indépendantisme. Bon, ça devrait les amener. Eh bien, ça peut produire exactement l'inverse. Et vous avez, si vous voulez, l'homme est irrationnel. On voit bien qu'il est pas irrationnel, il peut être déraisonnable. Et là, on voit bien que les passions sont tellement exaspérées qu'au fond, cette chute économique de la Catalogne, qui est dramatique, peut renforcer le camp indépendantiste. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéologie est toujours plus forte que l'économie. L'identité, l'homme n'est pas un être économique. C'est ce qu'on oublie beaucoup à Bruxelles et partout. L'homme est avant tout un être culturel. Et l'idéologie... La nouvelle idéologie de la Catalogne indépendante, de l'espèce de paradis catalan qu'ils vont construire, c'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Cette idéologie est beaucoup plus forte que toute considération économique. Papineau nous dit... les médias sont les seuls gagnants. Alors j'aimerais bien, Papineau, que vous nous expliquiez pourquoi vous pensez que les médias sont les gagnants dans ce scrutin, surtout si d'autres accusent les médias d'avoir fait campagne pour l'un ou pour l'autre des camps, puisqu'ils arrivent quasiment à égalité. Benoît Pellistrandi, je voudrais qu'on revienne sur cette performance de Ciudadanos. À quoi vous l'attribuez? Simplement au recul du Parti populaire, ou bien est-ce que cette campagne qui était très espagnoliste, entre guillemets, de Ciudadanos, très anti-indépendantiste, a marqué? Pas seulement, parce que si vous faites le bloc PP plus Ciudadanos en 2015, on était à 36 sièges. Or, Ciudadanos est à 37, donc ils ont fait plus, et le Parti populaire en a encore 3, donc ça fait 40 aujourd'hui. La réalité, c'est que Ciudadanos est né en Catalogne, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est Ciudadanos, la Catalogne est le lieu d'origine de Ciudadanos, qui devient ensuite Ciudadanos. Donc qui est un parti de centre-droit, qui est un parti une espèce de macronisme de centre-droit version espagnole? Non, c'est un parti qui naît contre le nationalisme et la dérive nationaliste qui devient absolument délirante. Et là, je rejoins complètement les analyses de Renaud Girard. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du résultat d'hier, s'offre à la droite espagnole une alternative au Parti populaire. Et je serai Mariano Rajoy, je serai particulièrement inquiet de ce qui s'ouvre devant lui. Je pense qu'aux prochaines élections, tant pis, il y aura une trace sur le net, mais je fais le pari, Ciudadanos aura 80 élus, et le Parti populaire tombera de 130 à 80. Il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire au profit de cette alternance de centre-droit. Et il faut voir aussi que le Parti populaire est un parti qui ne s'est pas renouvelé. Mariano Rajoy en est le leader depuis 2004. La position de Mariano Rajoy n'est pas en cause. La position dure de Mariano Rajoy dans cette affaire n'est pas en cause. Il aurait dû négocier, il aurait dû tendre la main. Tout est à remettre en cause. Sa vice-présidente aujourd'hui est terriblement affaiblie. Elle s'est vantée il y a 3 jours d'avoir décapité l'indépendantisme. Donc, comment elle va se représenter? Mariano Rajoy devrait démissionner, le roi ne plus s'immiscer dans la vie politique espagnole, c'est ce que nous dit Johnny. Mais après, on peut tout faire, parce que Puigdemont aussi devrait démissionner. S'il y avait un tout petit peu de hauteur de vue, un certain nombre de... Oui, mais non, il a fait un bon score, mais il faut voir d'où il vient. Donc, il a fait un bon score par rapport aux attendus de la campagne. Mais moins que la fois précédente. Moins que la fois précédente, mais surtout, chez Puigdemont, il va falloir s'en rendre compte, et vous allez voir, on va le voir dans les semaines à venir, il va construire une légitimité politique strictement charismatique. Et c'est là qu'on est dans le danger. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les concepts politiques, de la raison politique, vont être massacré en Catalogne. On va être uniquement sur les émotions. Donc, vous avez raison de rappeler ce souvenir de la guerre civile. Alors, le mot République est mis en avant hier, et ça, c'est, je dirais, ça va être à mon avis la nouvelle ligne, parce que c'est ce qui peut éventuellement faire bouger les choses à Madrid. Mais en revanche, il faut arrêter de croire que le Parti populaire, c'est le franquisme. Et c'est ça qui est insupportable, c'est que l'idéal républicain existe, tout à fait, mais arrêtons de faire croire que la droite espagnole est aujourd'hui l'incarnation du franquisme. Pour moi, Franco est mort et enterré depuis 1975. Mais est-ce qu'on ne vise pas la monarchie elle-même? Quelle est votre réaction à la victoire de ce qu'on appelait les nationalistes en Catalogne? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Vous avez 30 secondes encore pour répondre. Et vous avez autant de temps. Pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait. Vous avez autant de temps pour répondre à la question. Quelle est la suite? Quel est l'avenir, selon vous? Armelle, en tous les cas, qu'est-ce que vous allez guetter? Ce qu'on va guetter, c'est
Bon, alors déjà, l'économie espagnole, par exemple? Oui, l'économie espagnole. Alors, en fait, il faut voir une chose, c'est que les deux économies, enfin, si on peut parler de deux économies, catalane et espagnole, vont en souffrir, ça c'est clair. De cette incertitude, de ce qui risque de se passer si on va plus vers l'indépendance. Il y a toutes les problématiques de la dette publique catalane, à qui reviendrait-elle? Enfin, on est parti pour alors, la Banque d'Espagne, le gouvernement espagnol, le FMI, l'OCDE, tout le monde se pose la même question. Tout le monde est en train de revoir à la baisse les prévisions économiques pour l'Espagne et pour la Catalogne. Certains parlent même d'éventuelles récessions si on arrivait à une situation trop compliquée, trop dure. Je crois que l'indépendance de la Catalogne, ça sera beaucoup plus fort que ça. Ça sera beaucoup qu'un petit traumatisme économique. Ça va être un traumatisme politique, institutionnel énorme en Espagne. Enfin, l'Espagne est un très vieux pays européen. Et si effectivement ça va remettre tout en cause, si on se dit que les Espagnols et les Catalans n'arrivent pas à s'entendre, 30 secondes, vous expliquer que les Européens arriveront à s'entendre? 30 secondes, est-ce qu'on va arriver à ce politique, cataclysme qu'évoque Renaud? Mon sentiment, c'est que si 1969 était une année érotique pour Gainsbourg, 2018 sera une année chaotique pour la Catalogne et pour l'Espagne. D'un mot, Philippe Moreau-Defarge, c'est aussi votre pronostic? Moi, il faut maintenir une Espagne unie. Simplement, cet indépendantisme, c'est un poison qui est là pour longtemps. Il est là pour longtemps. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Et comme le disait Renaud Girard, parce que les peuples, cette espèce de besoin d'identité et de faire la fête, C'est une idéologie de remplacement. L'indépendantisme est une idéologie de remplacement face à toutes les autres idéologies qui ont disparu. Ce sera le mot de la fin. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le talk, Yves Tréhard. Et puis cet après-midi, il y a toute une série de programmes à suivre sur Figaro Live, notamment Cap sur la bourse, une série et au lit avec Maxime Cuny, et également Point de vue ce soir qui sera présenté par Jean-Christophe Busson. Donc vous restez sur Figaro Live. À tout de suite.